Where you play, how you play, controlling the ball is the basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief, l'analyse de la débâcle, du cataclysme, peu importe quel adjectif vous allez tenter d'utiliser. Après le match d'hier, où le Barça, malheureusement, a pris 4-1 et s'est fait éliminer dans un scénario de match chaotique, catastrophique. Donc, on va y revenir en détail, comme sur la précédente analyse à l'aller, avec mon frérot qui est présent encore une fois avec moi. Donc, vas-y, mon frère. Je pense que ça se voit à mon visage, j'ai pas beaucoup dormi. Je pense qu'on s'imaginait à plein de scénarios hier après nos nombreux débriefs du match, mais peut-être pas à celui-là où tu as complètement un craquage et un suicide collectif, si on peut utiliser ce terme-là. On va essayer d'être le plus pertinent possible pour revenir sur ce qui a été bien fait pendant 30 minutes avant le carton rouge d'Araújo notamment, qui est le fait de match de cette rencontre, le tournant du match. Et après, on reviendra sur le naufrage collectif du FC Barcelone. Et voilà quoi. Un plaisir d'être avec toi encore, même si j'aurais préféré avoir la C'est des meilleurs contextes, c'est clair, mais c'est le lot des grandes équipes et c'est le lot de la LDC. Donc, C'est quoi ton impression, toi, devant le match hier? très contrasté parce que j'étais euphorique, j'étais content, j'étais impatient de voir la rencontre. Ça faisait une semaine après le très bon match aller à l'extérieur. J'avais des bonnes ondes, même si j'étais un peu pas très confiant, parce que ça reste quand même un quart de finale retour. On a quand même un gros adversaire, donc on n'allait pas bomber le torse non plus. Mais la rencontre arrive et comme je le disais, pour moi, c'était le meilleur contexte. Donc, d'ouvrir le score en premier, parce que tu avais déjà un +1 à l'aller. Donc, si tu ouvres le score, tu prends un +2. Et en plus, tu mets dans la tête de ton adversaire que ça va être très, très compliqué pour eux, puisque tu as un +2. Donc, mentalement, tu prends le dessus. Au niveau des compos, moi, j'ai trouvé ça très cohérent de la part de Xavi, parce qu'avec les forces en présence, les suspensions et les blessés, etc. Donc, la compo, c'était du classique, même si on va revenir sur le milieu de terrain, ce milieu de terrain-là qui aujourd'hui pose certains types de problèmes dans certains matchs. Donc, dans l'ensemble, moi, j'étais hype par ce match-là. J'attendais une vraie prestation. Et malheureusement, le match a été faussé par un événement qu'on connaît tous ici. Et c'est pour ça que l'analyse, pour le coup, que ce soit pour moi ou pour Amadou, ça va être compliqué parce que le match, on aime bien rentrer dans les détails tactiquement, ce qui s'est bien passé, etc. Mais quand il y a un aussi grand fait de jeu, c'est difficile de s'en dépêtrer, de parler d'autre chose. Parce que tout ce qui s'est passé dans le match suit le cours de ce qui s'est passé avec le rouge de Araujo. Donc, c'est vraiment difficile de s'en extraire dans toutes les analyses qu'on va faire aujourd'hui. Il faudra le prendre en compte et en parler. Donc, voilà. Oui, carrément. Moi, le terme que j'aime bien utiliser pour ce match-là, c'est faussé, parce que pendant 30 minutes, tu as une très bonne performance des 11 acteurs, même s'il y en a quelques-uns qui sont en dessous sur certaines phases du jeu. En tout cas, c'est des trucs qu'on avait l'habitude de voir au cours de la saison, donc c'est pas une nouvelle par rapport à ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie amélioration, le fait de pouvoir ressortir de la pression et de piquer directement, d'être clutch sur tes moments forts. C'est ce que tu as montré en début de match jusqu'à la bourde de ton meilleur défenseur et qui clairement tue le match, l'offre à l'adversaire. Malgré ça, je pense qu'il y avait encore moyen de revenir parce que tu as eu des situations, tu as fait douter ce PSG-là, même réduit à 10. Et il y a eu des erreurs qui se sont enchaînées. Tu le perds sur les détails, encore une fois. C'est une équipe on sent qu'elle manque d'expérience, que ce soit à travers même ce qu'on a ressenti de la part du coach, son match comme tout le monde, une fois que Raoult a pris ce rouge-là. Tu es à domicile, tu mènes 1-0, tu as 2 buts d'avance sur l'ensemble des deux confrontations.
t'es complètement dominateur sur le match. Bon, on peut dire que tu reçois la pression du PSG, ce qui n'est pas nouveau, c'est le même scénario qu'au match aller, mais Mm. tu arrives à être fort sur tes temps faibles et à fermer tous les espaces. J'ai beaucoup aimé le match des 11 acteurs, encore une fois, pendant 30 minutes. Mais voilà, quand tu as une action comme ça, un fait de jeu tel qu'un carton rouge qui vient te fausser tout le match, c'est compliqué de réagir, quoi. Comme tu l'as dit, les 30 premières minutes, pour moi, je les trouve très concentrés. Ils se rendent compte de l'événement. On a vu les déclarations de Laporta, l'engouement des supporters, des fans, etc. Ils savent que c'était ce moment-là, c'était ce match-là et pas un autre. Et malheureusement, quand des événements comme ça arrivent dans un match, bah, ça fausse tout. Et pour moi, ce qu'il fait, ça fausse vraiment tout dans l'analyse. Et c'est dommage. Non, carrément. Et voilà, j'ai noté quelques trucs là. Le début de match, déjà, si tu as quelque chose à rajouter. Sur le début de match, comme je l'avais dit à l'aller, un match, c'est un rapport de force. Donc, il y a deux tacticiens, il y a deux coachs. Donc, il ne fallait pas s'attendre non plus à avoir un coach qui surdomine l'autre. Ils sont venus avec un plan de jeu très précis. Et pour le coup, ils l'ont très bien interprété avec les bons hommes. Comme à l'aller, ça a été compliqué au départ parce qu'ils sont venus nous chercher très haut. Ils ont mis beaucoup d'intensité. Ils sont venus vraiment être très agressifs à la pression. Et nous, bah, comme à l'aller, c'était un peu difficile de sortir, mais tu réussis à mettre le premier coup à ton adversaire et tu le mets KO parce qu'encore une fois, c'est un momentum de match où le but, il arrive contre le cours du jeu, euh, comme à l'aller d'ailleurs, même si tu commençais à reprendre un peu du poil de la bête. Et tu le marques et malheureusement, bah, l'erreur intervient et puis tout le match change immédiatement. Donc voilà, moi j'ai trouvé que en soi, les deux ont fait leur partition, que ce soit Luis Enrique ou Xavi. Je ne vois aucun qui s'est forcément trompé, en tout cas sur la première demi-heure où les choix ont été vraiment intéressants des deux côtés. Et après, bah, arriva ce qui devait arriver, hein, malheureusement. Il y a 5 points que je vais soulever. Il y a Raoult qui rate la plupart de ses relances en début de match. Il rentre pas très bien dans son match. Et ça, c'est un truc qui a été très bien fait par Luis Enrique. On voit qu'ils ont bien analysé ce Barça-là. Ils ont appuyé sur les faiblesses et ils nous ont fait faire des erreurs. C'est ça la réalité. C'est que Koubarsi, on peut le voir, il était cadré. Raoult qui rate une relance là, début de match. On est à la 4e. Koubarsi, il est là, toujours cadré par Mbappé pendant 90 minutes. C'est en ça que le match de Mbappé. Même si dans le contenu, ce n'était pas exceptionnel, au niveau du jeu sans ballon, il a fait un bien meilleur match qu'à l'aller et ça nous a fait beaucoup de mal parce que Koubarsi était vraiment pas libre de faire ce qu'il voulait. Ce qui a obligé aussi De Jong, bon, là on le voit pas, De Jong qui sauve les meubles, ça j'ai noté, que ça soit de la relance ou que ça soit des replis défensifs. Là par exemple, il y a une situation chaude sur Aroro qui fait n'importe quoi à la relance encore une fois et c'est De Jong qui vient couvrir qui réussit à récupérer le ballon et à jouer sur Ter Stegen. Bon, ça, on est revenu dessus, mais c'est encore une fois Arsi qui va être cadré ici. On peut le voir par Kylian, qui ne le lâche pas. Tout le début de match, ça a été ça. Et on a eu donc Frenkie et Gundo à la relance par séquence. Ça, on va le voir ici. Frenkie, là, qui essaye enfin, surtout sur nos attaques placées, une fois qu'on avait le ballon, Frenkie redescendait beaucoup pour aider Araújo. Il se positionnait entre les deux défenseurs. On va dire que ça nous a fait du bien comme du mal. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, Frenkie, c'est l'alpha et l'oméga de ce FC Barcelone. Il sera beaucoup responsabilisé dans beaucoup de moments. Mais comme on va le voir ici, bah, sur tes phases de transition, ça te crée un problème parce qu'il y a toujours une sorte de carré autour de Frenkie, si tu remarques bien, lui qui donne les consignes, que ce soit Cancelo ou Rafinha qui l'entoure, ou de l'autre côté, Gundo et Pedri, au four et au moulin, et même sur les transitions, dès qu'on va récupérer le ballon, essayer de casser des lignes, c'est lui qu'on va essayer de toucher, mais il va ralentir les contre-attaques et il va en tuer énormément. Malgré tout, il y a Araújo qui arrive à trouver une bonne passe, une bonne intervalle de passe ici pour Yamal. Il a fait 2 bonnes relances dans le match. C'est pas digne d'un quart de finale de Ligue des Champions, très clairement, sa performance ce soir, que ça soit au niveau de la relance, parce que le PSG a beaucoup, beaucoup appuyé là-dessus. Mais là, pour le coup, il trouve Yamal. Une autre clé du match, bah, c'est Yamal qui bouffe Nuno Mendes. Très clairement, sur les 30 premières minutes, ce que Yamal fait, c'est exceptionnel. Et c'est dommage de le voir sortir à la 30e, parce qu'il y a ce carton rouge d'Araújo, justement, mais il bouffe Nuno, il le prend de vitesse, il arrive, il réussit à déborder.
en extérieur du pied à trouver Rafinha et ça fait 1-0 pour le FC Barcelone au bout de 11 minutes de jeu. En ce moment-là, comme tu le dis, on voit pas le match s'échapper pour le Barça. Le Barça pousse, où tu peux tuer le match. 5 minutes où Lewandowski, ici, ouvre le ballon. Et il peut faire le décalage là vers Yamal. On voit Yamal qui demande le ballon. On voit Gundo qui attire. Il y a beaucoup mieux à faire parce que il fait le décalage. Peut-être que tu as la solution de Yamal déjà de marquer le but. On voit qu'il est ouvert. Il n'a pas été impérial, que ça soit Non, dos, non. jeu, physiquement, il s'est un peu fait bouffer. Après, je trouve que l'arbitre a été quand même assez clément avec le PSG par moment sur certaines situations. On peut le voir ici, le momentum du Barça. Bah, le PSG pousse pour essayer d'égaliser. Et après, il va y avoir l'action avec le rouge. C'est intéressant d'accentuer sur ça par rapport à Araujo et on peut faire le focus dès maintenant. C'est que moi, Araujo, voilà, c'est un joueur de vrai, de haut niveau. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a énormément de qualité, que ce soit pour défendre la transition ou même individuellement, physiquement. Tu sens que c'est un joueur qui est présent et qui ne se fait pas très souvent bouger. Maintenant, sur toute la première demi-heure, tu le sens en grande difficulté parce qu'on l'a dit, le PSG presse bien, mais Araujo, pour le coup, a eu beaucoup de latitude pour être le relanceur. Le PSG s'est focus sur Koubarsi, qui est notre élément phare dans ce rôle-là. Mais Araujo a eu beaucoup plus d'espace donc, pour faire de la conduction, pour avancer un peu, pour essayer de trouver des passes déterminantes, des passes qui amènent du danger. Et pour le coup, Araujo, sur chaque relance, il a été fébrile. Moi, je l'ai senti pas dans le ton, à contrario de ses autres coéquipiers, parce que sur le match, on voit beaucoup de fois Gundogan, Pedri, De Jong de lui dire de se calmer parce que tu sens qu'il est agité et tu ne sais pas pourquoi il est agité de cette manière-là, parce qu'il veut essayer de tout faire rapidement. Et je l'avais déjà dit, mais pour moi, sur ce genre de match-là, il ne fallait pas aller sur un scénario ping-pong. C'est-à-dire de faire des attaques, défense, attaque, défense. Ça, c'est ce qui leur convient le plus au PSG. Et il a rendu trop de fois le ballon pour rien. Et même sur l'action où il prend son carton rouge, on va revenir après dessus, c'est lui qui fait la perte de balle. Et ça arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il y en a une où, pour le coup, il faut le mentionner parce que c'est un fait du match, où il réussit à trouver le bon angle de passe pour Yamal et le but arrive par de là en tout cas. Mais sinon, Araujo, franchement, son match, moi, je suis déçu parce que pour moi, il a trahi tout le monde et il m'a trahi aussi par la même occasion parce que c'est un leader dans cette équipe-là. C'est censé être le référent aujourd'hui défensivement quand tu regardes ta ligne de 4 et il est passé complètement à côté de son rendez-vous et il a tué tout le plan de jeu et tout ce que l'équipe faisait de bien. On était dans le bon momentum et sur l'action, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Et comme j'ai dit, tout le match, enfin les 30 minutes où il joue, il a été très, très, très fébrile. Et sur ça, tu divagues ça à tous tes autres coéquipiers parce que si ton référent défensif, il n'est pas à l'aise, et je pense que ça, tout le monde l'a senti parce qu'il transpirait là, même derrière mon écran, je vois, mais il est stressé, je sais pas, je savais pas ce qu'il avait. Et pourtant, tous ses coéquipiers lui disent, ouais, tranquille, calme, on mène 1-0 et même avant le 1-0, il n'y a pas le feu. De Jong et Pedri qui se sont notamment époumonés plusieurs fois pour lui dire calme, calme, même sur cette séquence-là. Clairement, c'est la séquence où il va faire la double erreur, justement, Mm-hmm. euh, où Xavi lui fait signe, il lui donne l'indication où jouer. C'est sûrement ici il me semble que c'est Gundogan, Ouais, je pense ici que c'est vers Gundogan. Yamal. Et en fait, il choisit pas le joueur, il choisit la zone. Tu sais pas si c'est Lewandowski qui veut toucher, si c'est Mm-hmm. Gundogan toucher, si c'est Yamal qui veut toucher. Donc là, à ce niveau-là, c'est impardonnable. Et encore, la lecture derrière, bon, on ne le voit pas ici, mais la lecture derrière, elle est catastrophique. C'est qu'il prend 5 secondes à réagir sur le positionnement de Barcola avant que Nuno, c'est quasiment l'un des seuls duels qu'il va gagner sur Yamal, parce que on va le voir, c'est Nuno qui va venir intercepter ce ballon. Et en une touche, il va lancer Barcola. Araujo est en retard. Et à ce moment-là, il doit faire confiance à son gardien. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il lui coupe complètement la course. Je pense qu'il pète les plombs. Et le pire, c'est que là, clairement, sur ce positionnement-là, quand il a le ballon ici,
il y avait déjà eu une séquence où il n'avait pas réussi à relancer. Il était passé par De Jong. De Jong lui a dit calme, calme, parce qu'il sentait. Après, on peut dire que oui, il y a eu des consignes contraires, que ce soit de Jong, de Xavi ou de Gundogan, parce que Gundogan veut qu'il joue, De Jong veut qu'il calme. Et ça, souvent, on l'a vu cette saison au Barça. Des joueurs qui n'allaient pas forcément dans le même sens. C'était souvent entre Pedri et De Jong, d'ailleurs. Mais là, c'était plutôt l'incompréhension. Elle était peut-être entre Gundogan et Frenkie De Jong. Et ça s'est vu à plusieurs séquences dans le match encore. Et bah là, en fait, je pense que De Jong a raison, qu'il faut calmer, parce que je pense que De Jong est plus proche de Araujo et qu'il sent sa tension. Depuis le début du match, il fait que de lui parler. Ouais, non. Et Pedri est pareil. Pedri lui fait des signes tout au long du match, etc. Luis Enrique a très bien lu son match et que, au final, c'est lui qui pousse à faire cette erreur. Mm. Cette erreur qui, au final, va conduire vers ce pétage de plomb. Euh, Parce que clairement, il y a faute. Le carton rouge, on peut dire qu'il est sévère, qu'il n'est pas sévère. Pour moi, ça se donne. Donc, on ne va pas se cacher derrière l'arbitrage. Araujo pète les plombs, il met son équipe complètement Enfin, il donne la qualif à l'équipe adverse. Bon, même si tout n'est pas joué, on le verra tout à l'heure. Il y a un autre joueur qui va être super important dans cet aspect, les détails, cet aspect d'inexpérience. Et pourtant, c'est un joueur expérimenté, c'est Cancelo, on y reviendra après. Ouais. On y reviendra après parce qu'il y a un autre fait de jeu qui arrive là, et c'est la sortie de Lamine Yamal euh, dès la 33e minute. Mm. Alors qu'il faisait un match vraiment, vraiment impressionnant, que ce soit dans les ressorties de balles, dans la pression, dans le nombre de ballons récupérés. Il y a énormément de ballons récupérés. Il y a 4-5 ballons récupérés de Yamal. Donc c'est pour ça que, limite, pour moi, Yamal a été plus important sur l'aspect défensif pendant ces 30 premières minutes que Cancelo qui part. À un moment, il a réussi des bonnes choses, mais il était souvent en retard. Au niveau des relances, c'était compliqué. Il y a très peu de choses à retirer de cette double confrontation de Joao Cancelo. Voilà, on peut dire qu'il y a un suicide collectif qui commence par le pétage de plomb d'Araújo, mais derrière, pour moi, clairement, Joao Cancelo, il pète les plombs. Il pète les plombs Non, non, et c'est clair. c'est peut-être même plus grave sur l'action que ce que Araújo fait. C'est peut-être plus grave, j'ai envie de dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour revenir sur le changement de Yamal, parce que pour le coup, Araujo te force à faire un changement en faisant rentrer Inigo. Moi, je suis partisan du fait de dire que peu importe qui l'aurait changé, il fallait choisir. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qui s'est dit, c'est que je veux garder ma structure, en tout cas au milieu de terrain, je ne peux rien toucher. Les Frenkie, Gundogan et Pedri, parce que ce sont mes meilleurs joueurs et que peut-être que quoi qu'il arrive, ils vont avoir certaines situations à jouer quand il faudra contrôler, ou non seulement que ce soit pour contrôler, ou aussi pour accélérer le jeu. On connaît leur qualité de passe, leur qualité de frappe aussi, pour Pedri et Gundogan. Donc, on ne sait pas, sur une demi-occasion ou quelque chose comme ça, ils sont capables d'allumer la lumière, même si Yamal aussi est capable de le faire. Mais Yamal, 16 ans, je pense que le changement le plus facile dans ce momentum de match-là, c'était Yamal, mais il était sur un momentum de match impressionnant. Je suis même dégoûté pour lui parce qu'il ne le mérite pas. À l'aller, beaucoup avaient dit qu'il était passé à côté, etc. Là, il était sur un rythme face à un sacré client. Le premier but arrive de lui et c'est vraiment dommage. Mais pour le coup, il fallait faire un choix et peu importe quel choix il aurait fait Xavi, je pense qu'on l'aurait, entre guillemets, tous un peu critiqué sur ce choix-là. Donc, que ce soit Yamal ou Pedri ou De Jong ou quoi, c'est dommage que ce soit Ah oui, Yamal en premier, c'est parce vrai qu'il y a eu que des opportunités, il y a eu des spots et il aurait pu faire mal à certains moments, surtout en deuxième, je pense. Il l'a manqué pour le coup. non, c'est clair que c'est vrai qu'à froid, c'est facile de critiquer le choix de Xavi, mais il n'était pas évident, surtout dans ce contexte-là où c'était très compliqué. Comme tu l'as dit, il a choisi de faire sortir le joueur le moins expérimenté de son effectif. À l'arrivée, il se rend compte que, enfin, peut-être qu'il peut se rendre compte que c'était une erreur ou pas. Dans tous les cas, je pense que tout le monde aurait fait ce choix-là à ce moment-là, parce que ça aurait été dur de perdre Rafinha, qui a été immense dans les courses, dans les efforts donnés, dans le fait de dévorer des espaces, dans le jeu entre les lignes, et dans le côté défensif, dans les récupérations de balles. En fait, on a vu un Rafinha grandiose ce soir, et c'est dommage que ses coéquipiers gâchent sa prestation. Donc, faire sortir Rafinha, ça aurait peut-être pas été la bonne solution quand tu vois la physionomie du match.
Après, derrière, tu peux te dire que c'est Pedri qui aurait dû sortir. Moi, au fond de moi, je pense que ça aurait peut-être été la meilleure chose, même si je pense que j'aurais fait la même chose que Xavi quand même. Mais tu te dis que Pedri, il fait un début de match XXL. Il est dans les bons coups, entre les lignes, pour diminuer la pression. Il arrive à trouver aussi les bons décalages, les bonnes passes. Et c'est un très bon Pedri qu'on a vu ce soir et c'est dommage encore une fois parce que le carton il va impacter lui aussi sa prestation. Voilà quoi, tu dois tenir 70 minutes contre un Paris Saint-Germain qui a un Dembélé très en jambes, un Barcola exceptionnel sur ce match-là, Kylian qui était quand même dans les bons coups, mieux qu'au match aller, surtout sur la deuxième mi-temps et même la première mi-temps où comme j'ai dit il a bien cadré Koubarsi. À partir de là c'était compliqué. C'est le miracle qui devait se passer du côté de Montjuic et que ce Barça-là n'avait pas les ressorts mentaux, surtout quand tu vois ce qui s'est passé au niveau de certains joueurs. Bon, après, tu as l'égalisation de Dembélé sur un très beau travail de Barcola. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus facile quand tu n'as plus Araújo en couverture, qui était souvent là, tu vois, genre, dans cette position-là exactement, et qui couvrait. Il aurait certainement coupé la ligne de passe s'il était présent sur le terrain. Dommage parce que ça laisse Cancelo face à ses responsabilités, face à Dembélé tout seul. Et face à Dembélé tout seul, c'est compliqué. Surtout que le PSG, tout au cours du match, ce qu'ils ont essayé de beaucoup faire, c'est concentrer toutes leurs attaques sur le côté de Cancelo pour ensuite complètement écarter sur l'autre côté. Renverser de l'autre. Exactement. Ils ont fait ça des deux côtés d'une certaine manière. Ils ont beaucoup moins réussi sur ce côté gauche. Et ça, je l'avais noté comme l'une des clés. Koundé impérial sur le côté gauche, avec, comme on peut le voir, bon, là c'est un peu caché, mais la couverture d'Araújo tout le temps, constamment, avec Yamal et Koundé qui cadraient, Pedri qui était là en couverture. C'était un Barça très compact, en fait, à 11, c'était faisable, c'était même plus que faisable. C'était sûr que le Barça aurait pu faire mieux, mais bon, c'est ça la Ligue des Champions, c'est les détails, c'est la concentration, c'est l'aspect mental. Là où j'ai envie de voir de la progression, c'est qu'à 11 contre 11, on a vu une équipe qui était capable de jouer en transition, de souffrir, des trucs qu'on n'a pas souvent vus en fait dans ces matchs-là de Ligue des Champions. J'en reviens aux propos de Rakitic récemment, qui disait que s'ils avaient mis beaucoup plus d'intensité sur les dernières années, peut-être qu'ils auraient gagné 2 ou 3 Ligues des Champions. Donc voilà, on a vu du positif. Après, il y a des joueurs qui ont craqué, qui ont pété un plomb. Et ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas refaire dans les années à venir. Et il y a aussi des joueurs qui n'ont pas été au niveau. On va y revenir. Lewandowski à la finition, mon Dieu, c'est le résumé de sa saison, en réalité. Mais si c'était seulement que ça, malheureusement. Mais comme tu l'as dit, c'est en fait, tu cherches le naturel et il revient au galop. C'est ce qu'on a vu toute la saison de sa part. Et oui, il y a eu une bonne période à un moment où il marquait, certes, c'est vrai. Et on ne se cache pas, il a été même très bon à l'aller, on l'avait dit. Mais aujourd'hui, sur des momentum de match comme ça, c'est un match retour, c'est un match déterminant. À aucun moment, il a le droit de sortir ce type de prestation. Et que ce soit à la finition, parce que c'est pas là où il a été, c'est là où il a été le plus criant, mais c'est pas dans le seul endroit où il a été défaillant. Parce que même dans les duels, il s'est beaucoup fait bouger, il a raté beaucoup de contrôles. Il y a des situations très, 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 très mal gérées, notamment en première mi-temps, comme tu le dis, où il a le décalage pour Yamal. À la limite, il est dans la surface, il est face au but, tu as un numéro 9 de classe de mondial. Je peux comprendre que tu frappes, même si tu ne respectes pas le jeu, il n'y a pas de problème. Mais en deuxième mi-temps, la situation qu'il a, avec les décalages qu'il a avec Joao Félix, où il ne fait pas la passe, ça, c'est du non-respect. C'est du non-respect du jeu, c'est du non-respect de la qualification, c'est du non-respect des supporters. Parce qu'encore une fois, c'est un joueur d'expérience. Celui qui est censé venir sonner le gong quand ça va mal, il est dans un momentum de match où on mène 1-0. Il met le deuxième où il fait la passe, le match, c'est une toute autre tournure. Ou quand il y a 2-1, je crois, à ce moment-là, ou 3-1, je ne sais plus, quand il ne fait pas la passe à Joao Félix, c'est un momentum de match parce que si on marque, on égalise. Et du coup, je ne sais pas si on aurait été en prolongation, mais en tout cas, ça nous aurait remis du punch, du panache pour essayer de gagner la rencontre ou en tout cas de pousser les frais le plus loin possible. Et moi, aujourd'hui, Lewandowski, je n'ai aucun élément pour sauver son match. Ce qu'il a fait hier, c'est indigne. C'est indigne d'un joueur de haut niveau, c'est indigne de la part d'un joueur d'expérience. Quand tu as des momentum de match comme ça, soit tu es clutch, soit tu ne joues pas. Et moi, j'étais partisan du fait que quand j'ai vu tout ça là, pour moi, Xavi aurait dû le changer. Après, je comprends qu'il ne le change pas,
mais il ne méritait même pas de terminer le match. Il ne mérite pas de terminer le match parce qu'il ne respecte personne. C'est pas Non, normal de faire des prestations clairement, comme ça à un moment aussi clutch. On ne parle moi, pas d'un neuf remplaçant, là. surtout au vu de sa saison qui était vraiment très compliquée. Pour moi, à la 87e minute, tu es chez toi. Tu as cette occasion-là. Bon, là, on voit qu'il oriente déjà son corps du côté droit, mais faut revenir un peu en arrière sur l'action et on se rend compte que quoi? C'est qu'il voit très bien Joao Félix qui lui fait signe de lui mettre la balle. Kimi est battu. Joao Félix a le but ouvert parce que Donnarumma est concentré sur Lewandowski et sur Ferran Torres. Donc, déjà, tu as le choix de la donner à Ferran sur le côté ici pour le laisser aller en 1 contre 1 face à Donnarumma. Là, je pense que c'est l'option où tu as le moins de chances de marquer, mais tu donnes quand même une balle de but à Ferran. Mais l'option, et en plus, on le voit en début d'action qu'il le voit, que ça soit Gundogan qui est en relais, c'est Fermin qui arrive comme ça, en deuxième rideau. Mhm. Félix qui est positionné dans la position parfaite, en fait, pour venir conclure ici. Je pense qu'il aurait fermé son pied. Il y a de quoi avoir des regrets. Il y a de quoi Il y a de avoir quoi de avoir très, des très gros regrets. regrets. Il y a de quoi avoir Et des regrets. c'est une séquence qu'on a beaucoup vue cette saison. C'est une séquence qu'on Trop. a vue cette saison, trop vue cette saison. Et le seul que j'ai envie de dédouaner de ce genre de séquence, parce qu'on l'a vu de quasiment tous les joueurs offensifs, bah, c'est Rafinha. C'est Ah ouais. Rafinha. Parce que oui, certes, Rafinha rate, mais Mhm. Rafinha joue dans le sens du jeu. Ah Et ouais. c'est ce que j'apprécie chez ce joueur, c'est que tous les autres, tu as l'impression que c'est des égoïstes. Et quand je vois des actions comme ça, des comportements pareils, je me dis que ça ne peut pas continuer comme ça. Tu n'as pas besoin de ce genre de joueurs, des joueurs égoïstes, parce que là, à la place de Lewandowski, il y a n'importe quel joueur altruiste, Il il fait le la met à fond. décalage. Il fait le décalage. Totalement. Moi, je sais plus quoi dire sur Lewandowski parce que, encore une fois, toute la saison, ça a été pareil. Et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Encore une fois, il était sur une pente ascendante, mais il est obligé de pondre une prestation pareille. Et je me répète, mais quand on connaît le scénario du match, on est à 10. C'est ce genre de joueurs-là qui sont censés allumer la lumière ou, je ne sais pas, apporter un truc différent où tu dis, OK, lui, l'équipe sombre, l'équipe a du mal, mais c'est moi qui dois faire la décision. Les joueurs, les gens attendent de moi. Et ce n'est pas comme ça qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse des choses en fonction de ce que le jeu demande. S'il doit frapper, qu'il frappe. Je m'en fous qu'il rate. À la limite, je veux qu'il marque. Je m'en fous pas. Mais si ça va dans le sens du jeu, très bien. Mais si c'est pour forcer des actions et de ne pas donner au bon moment, il gâche tout. Et Félix, on le voit sur la fin de l'action, il a la haine, il a raison. Il a raison. Lewandowski n'a pas le droit. Et on parle, Rarement depuis vu tout aussi. à l'heure, on parle de défaillance individuelle. Aujourd'hui, hier, du coup, on n'a eu que ça. Des joueurs qui n'ont pas répondu présent, des joueurs qui, sur la scène européenne, tu as besoin qu'ils lèvent la tête et tu as besoin de leur meilleure version, ils ont sombré. Et la plupart, c'est des cadors, c'est censé être des joueurs premium dans cette équipe-là. Quand tu vois le fait qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qui n'ont pas d'expérience LDC, c'est ces mecs-là qui sont censés montrer que c'est des patrons, que c'est des chefs. Mais ça n'a pas été des chefs du tout. Et après, on va revenir sur le cas de Cancelo, mais c'est pareil. C'est absolument pareil. C'est tout. Ah là là, j'ai mal à la tête, rien qu'à penser à l'action de Cancelo, tu vois. Avant de passer à Cancelo, j'aimerais qu'on parle de deux autres sujets, de même trois autres sujets, parce que je pense qu'on y reviendra en fin de match, parce que voilà, l'action est irréelle. Je veux parler de Rafinha encore un peu. On le voit ici, et là on va parler, ensuite on va ouvrir le cas de Young, justement, c'est pour enchaîner dessus. C'est que Rafinha récupère un ballon très bas. Là on le voit pas sur l'action, mais parce que Rafinha est déjà parti dans le dos. C'est fou, tu vois. Il récupère le ballon, passe à De Jong, il part direct, et De Jong ne lui met pas en instantané. À chaque fois, il hésite beaucoup. Il prend du temps, il fait la toupie sur lui-même, ça devient gonflant, tu vois. Ça devient gonflant parce que clairement, sur ce genre d'action, clairement, là, tu te retrouves en supériorité numérique. Tu as Rafinha, Gundogan, Lewandowski, Yamal, tu la mets pas en première intention. Tu peux C'est mettre une folie. 2-0. Tu peux mettre 2-0. Donc, en Mmh. fait, il y a tellement d'actions qui auraient pu changer le cours de ce match qu'on ne peut pas se cacher derrière le carton rouge ou même l'arbitrage, tu vois. Mmh. C'est de la folie.
Donc, bon, il y a Rafinha qui a fait énormément de récupération basse, récupération haute, comme je l'ai dit. Euh, Après, il y a eu aussi des moins bonnes choses de la part de Rafinha. Mais bon, on va dire que tout le temps, c'était dans le sens du jeu. Donc lui, encore une fois, on ne va pas lui en vouloir. Mais il y a la connexion avec Gundogan qui n'était pas très, très bonne. Parce que sur deux contre-attaques, deux phases de contre-attaque en plus qui ne sont pas éloignées l'une de l'autre, Rafinha qui est lancé dans la profondeur et qui est cadré ici par Hakimi, il me semble, bah, qui cherche Gundogan parce que Gundogan lui demande les deux fois. Il lui demande dans la profondeur et lui, il était pris à la course, que ce soit par Lucas Hernandez ou par Nuno Mendes. En fait, les deux actions sont très très similaires, elles se ressemblent beaucoup. On ne va pas dire qu'il ne fait pas le bon choix, mais que l'exécution est pas très bonne. Tout ça pour en revenir à De Jong. De Jong qui donne les consignes. On est déjà à 10 contre 11. Et ça, cette séquence, c'est quelque chose qu'on a vu tout le match. De Jong qui est tout le temps entouré par 4 joueurs qui donnent les consignes, qui va sur le côté droit, sur le côté gauche, qui se déplace énormément, surtout sans le ballon. C'est quelqu'un qui donne énormément de consignes et on l'a vu, à chaque fois qu'il donnait les consignes, bah, les joueurs étaient bien cadrés. C'est parce que j'ai limite l'impression que ça soit Gundogan ici ou Cancelo, c'est des joueurs qui sont quand même assez indisciplinés sans ballon, je trouve. Surtout quand on était à 10, c'était encore plus visible. Et donc là, De Jong, il va donner les consignes, mais il oublie complètement Vitinha qui est au marquage ici. Et Vitinha, on l'a vu au match aller, Vitinha, tu lui laisses un espace, c'est un sniper. Il aurait dû prendre rouge au match aller, mais bon, on va rester sur l'analyse du match. Rafinha qui arme, on voit De Jong qui revient au marquage. Et là, De Jong est totalement fautif. Il n'y a rien à dire dans ce genre de moment. Ce genre de moment, faut fermer les espaces. Il l'avait déjà fait au match aller. C'était encore lui qui était fautif. Il était exactement dans la même position sur ce côté droit-là. Et là, tu vois que le PSG, ils ont travaillé ce match. Ils ont analysé cette équipe du Barça et ils ont compris aussi une chose, c'est que sur coup de pied arrêté, nous aussi, on est friable. Parce que sur coup de pied arrêté et surtout à 10, on perd toute notre organisation. Parce qu'une fois qu'on a pris le rouge, on était encore solide dans la fermeture des espaces tant qu'il n'y avait pas de temps mort. Et le PSG, ils ont haché ce match, quand même, d'une certaine manière. Ils ont cherché les corners, parce que De Jong est obligé de revenir dire à Cancelo et à Gundogan, et faites le marquage, il perd le sien. Il est obligé de revenir, comme on dit, au four et au moulin, et ça, c'est un problème pour ce Barça. C'est que c'est un joueur tellement important, mais tellement frustrant, et qui catalyse tellement de mauvais côtés de ce FC Barcelone, que des fois, je me demande si ça doit matcher. Est-ce que c'est la bonne formule, Frenkie de Jong au FC Barcelone? Pas de par son niveau, mais de par le rôle qu'on lui donne et tout ce qu'on lui demande sur un terrain de football. Moi, par rapport à Frenkie, moi, je te rejoins. Tout à l'heure, je parlais de défaillance individuelle. Pour le coup, il le caractérise aussi. C'est pas un jeune, il n'a pas 21 ans, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 22 ans. Aujourd'hui, c'est censé être un taulier de l'équipe. Il fait partie aussi, dans une certaine manière, des capitaines. Il a déjà été capitaine cette saison. Donc moi, dans ce genre d'événement, j'en attends bien plus de lui. Certes, il revient de blessure, mais pour moi, sur le but, à aucun moment, il a le droit de faire ça. Au marquage, ils sont déjà cadrés. Il y a 2 joueurs parce qu'ils jouent le corner à 2. Il y a déjà 2 joueurs dans cette zone-là. Et Frenkie, moi, c'est ce que je dis souvent, Frenkie est indiscipliné tactiquement et toujours attiré par le ballon. Et sur cette zone-là, il n'a pas été attiré par le ballon parce qu'il y a déjà 2 joueurs pour fermer l'espace. Et lui, sa seule mission, c'est qu'il y a déjà un joueur en retrait et c'est Vitinha. Et on l'a vu à l'aller. Il ne faut pas le laisser, il ne faut pas lui laisser d'espace. Et l'espace que De Jong lui donne est beaucoup trop conséquent. Et quand il sort, c'est trop tard. Et moi, De Jong, est-ce qu'il est compatible aujourd'hui à ce que le Barça a besoin? De plus en plus, je pense que non. Moi, je pense que non. Et pourtant, Dieu sait que j'aime le joueur. C'est un super joueur, individuellement parlant. Il va sûrement péter ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, dans les problématiques qu'il te donne à résoudre, il y a beaucoup de choses positives qu'il te donne, il y a aussi beaucoup de choses négatives qu'il te donne. Mais ça, j'ai l'impression qu'on veut gommer parce qu'il est très bon avec le ballon ou il y a des choses qu'il fait très bien. Mais il ne faut pas gommer tout ce qui est mauvais. Et il y a des choses mauvaises chez lui. Et il y en a beaucoup même. Et moi qui me dérange de plus en plus. Son indisciplinesse tactiquement, ça dure. Ça dure. Aujourd'hui, il a eu du temps. Ça fait plusieurs matchs que même les choses qu'il fait bien, on ne les voit plus trop. Non, mais ça devient récurrent. Franchement, ça fait longtemps aujourd'hui que
on attend quelque chose de plus de Frenkie de Jong. Comme j'ai dit, c'est plus un gamin. Et sur la scène européenne, on a besoin de ce surplus. Les grands joueurs, c'est là qu'on les voit. Et Frenkie de Jong, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'il ne sort pas la tête de l'eau dans ces grands moments-là pour l'FC Barcelone. Et en plus de ça, c'est pas qu'il ne sort pas la tête de l'eau, c'est qu'il sombre avec les autres en même temps. Et moi, ça me dérange fortement. De par son profil, de par le statut qu'il a, il doit faire bien plus. Il doit faire bien plus. Et moi, aujourd'hui, Frenkie de Jong, je sais que la question, elle peut se poser. Beaucoup ne peuvent ne pas être d'accord. Il n'y a pas de problème. Le débat est ouvert. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, aujourd'hui, Frenkie de Jong, je répète, mais il me pose beaucoup de soucis. Parce que l'année dernière, on a essayé de légitimer le fait que par moment, il y avait des choses moins bien. Parce qu'on a dit, oui, sa mission, c'est de protéger Busquets, c'est d'aider, etc. Alors que Rive dans la salle, c'était surtout pour protéger De Jong, qui était bien à l'aise. Parce que c'est ni un 6, ni un 8. Et ça, pendant longtemps, beaucoup ne voulaient pas l'accepter. Quand on dit que c'est pas un 6, on dit oui, mais non, mais vous savez pas, il peut être 6 dans une certaine formation, etc. Il n'a ni l'indiscipline pour être un 6, ni la discipline pour être un 8, parce qu'il ne sait pas voyager entre les lignes. C'est pas ce joueur-là entre les lignes. Dos au jeu, il aime avoir le jeu face à lui, et c'est là où on dit que c'est un joueur libre, parce que c'est un joueur total. Il a besoin d'espace, il a besoin de quelqu'un, une figure stable, pour venir l'accompagner. S'il n'a pas ça, Frenkie de Jong, aujourd'hui, tu le retires une grande partie de ses qualités. C'est un fait. C'est un fait. Et moi, je reviens sur le but et je termine sur ça. Ça m'a dérangé, son attitude. Et ce n'est pas la première fois qu'on dit Frenkie de Jong, c'est répétitif à chaque fois. Et je répète, c'est un des joueurs que j'aime le plus dans l'effectif. Il y a des matchs extraordinaires qu'il peut donner. Il y a des ballons extraordinaires qu'il peut donner. Il y a des buts, tout ce que tu veux. Il sait tout faire. Tu peux regarder une compil de Frenkie de Jong pendant 1 heure. Tu es sous extase. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Ça ne suffit plus. Et quand tu vois des buts comme ça, où il y a 1-1 sur un bête corner, on n'a pas le droit de prendre des buts sur ça. Non. Et c'est la même chose à l'aller. Il faut qu'on arrête, en fait. Et tout à l'heure, je parlais de défaillance individuelle. Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a cité combien de joueurs là depuis le début du match, individuellement parlant? Combien? Moi, j'ai terminé sur Frenkie. Mais ouais, pour finir sur Frenkie et pas s'éterniser là-dessus parce que tu as tout dit carrément, moi j'ai juste envie de dire que surtout quand tu es passé d'un joueur comme Sergio Busquets qui justement te réglait certaines problématiques, tu souffrais beaucoup moins en transition, tu t'en rends compte. Et souvent les gens ont tendance à confondre ça parce qu'ils voient Frenkie comme un profil beaucoup plus moderne que Sergio Busquets. Mais la réalité, c'est que Sergio Busquets, il t'offrait à la fois la possibilité de ressortir rapidement, que ça soit en transition ou sur attaque placée, et la possibilité, la lecture de jeu, sa capacité d'interception et même son côté positionnel qui te permettait de moins souffrir en transition. Mais bon, malheureusement, ça beaucoup de gens ne l'ont pas vu assez tôt, même si le coach l'a répété pendant plusieurs mois. Mais bon, c'est pas le sujet. La relance à 10. J'ai trouvé que la relance à 10 contre 11, bon, après c'est normal, vu qu'on a été abandonné par Arauro, mais la relance était beaucoup plus compliquée, même avec Inigo Martinez. Et c'est pas tant la qualité de passe d'Inigo Martinez qui a dérangé sur certaines relances ou sur certaines séquences, mais c'est le fait que tu sois justement en infériorité numérique. Donc le travail entre les lignes, il est beaucoup plus dur, que ce soit pour Gundo ici ou que ce soit pour Lewandowski. Pedri, il est très bien cadré, donc il la laisse passer. Et elle finit entre cet intervalle-là et c'est une récupération du PSG. Donc ça a été très compliqué à partir de là. On a perdu aussi pas mal de ballons, pas mal de duels, étant donné qu'on était à 10. C'était beaucoup plus facile pour le PSG d'exploiter que ce soit la transition ou la largeur. Rien à tirer parce que tout ce qu'on va dire, c'est influencé par le carton que tu as pris. Donc même tomber sur certains joueurs, etc., c'est compliqué. J'avais dit qu'on ne reviendrait pas sur De Jong, mais je suis obligé parce qu'il y a un truc que je n'ai pas dit. Et pour moi, je pense que c'est super important. On voit Warren Zaïre-Emery qui a le ballon, il me semble, et Frenkie de Jong qui sort sur lui. Frenkie de Jong qui sort sur lui et qui donc n'est pas sur le côté droit pour donner les consignes. Et ça va être désastreux parce que c'est l'une des seules séquences où on voit Frenkie qui n'est pas sur le côté droit à la construction d'une occasion du PSG, quand le PSG se retrouve proche de la surface. Là, il sort directement parce peut-être qu'il a dans sa tête l'erreur qu'il a faite juste avant sur le but. Le problème, c'est que là, Cancelo va faire n'importe quoi. Il y a Dembélé qui va recevoir le ballon, on va le voir. Cancelo qui va littéralement péter un câble et qui va tacler
les deux pieds décollés C'est sur une la folie. surface avec une hargne que j'ai rarement vue. Top 3 des meilleurs sabotages que j'ai vu de ma vie, ça. Tu vois, encore Arauro, tu vois, l'action, elle est cataclysmique. Il n'y a pas Mhm. de doute. Mais c'est plus le contexte de l'action qui est Ah, cataclysmique. ouais, ouais. Mais Mhm. là, l'action en elle-même, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans Mais sa il n'y a tête. même pas d'action. Il n'y a même pas d'action. Moi, c'est ça qui me dérange le plus dans cette situation-là. C'est qu'il n'y a même pas de danger. Dembélé, il est plus proche de la sortie. Tu l'accompagnes juste sans faire faute. Il est proche et il est dos au jeu. Donc C'est un aujourd'hui, sac. Cancelo, il n'a aucun intérêt à venir tacler comme un idiot. Il n'a aucun intérêt à faire ça. Et encore une fois, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de défaillance individuelle. C'est un joueur d'expérience, Cancelo. Il connaît ces moments-là. Il sait c'est quoi ces matchs à enjeu. On est déjà dans un mauvais contexte. Il y a 2-1. Il y a un rouge en notre défaveur. Je ne comprends pas pourquoi il vient. Il a scellé le match. Il a scellé le match. À partir de ce moment-là, on savait que c'était Là, c'est terminé. Arauro déjà qui donne la qualif. Là, c'est le plateau, les Non, non, mais couverts. lui, il a dit c'est bon. Moi, Le j'ai plus envie de dessert. jouer. On va leur donner la qualif et puis basta. Parce que moi, je n'arrive pas à m'expliquer. Je regarde la vidéo, l'image sur tous les angles. Il n'y a aucun moment où ce qu'il fait, c'est logique. Il n'y a même Mais, pas une once de mais tu sais, logique moi, dans ce qu'il fait. ce qui me rend fou vraiment, c'est la vigueur avec laquelle il y va. Tu vois, il y va vraiment pour le Mais il y déclic. va avec beaucoup d'intensité. Moi, je sens, j'ai l'impression qu'il est fâché. Peut-être qu'encore une fois, c'est important de le corréler avec le contexte du match, le fait qu'il court beaucoup, tous, répétition des efforts, le rouge, le contexte, etc., le penalty non sifflé sur Gundogan. Il n'y a pas de problème. Ça, à la limite, mais ça n'excuse pas tout. Et cette contextualisation, je la prends aussi pour Frankie, où j'ai été très dur avec lui, mais c'est aussi à contextualiser avec un match où tu dois énormément répéter les efforts. Et le match n'était pas facile. Donc moi, là, pour revenir sur Cancelo, parce que sa prestation à l'aller, elle était déjà pas bonne, mais à la limite, il était propre défensivement. Et encore propre, voilà, il n'y a pas eu de folie sur son côté. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on m'explique sur cette action? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il est juste venu, il a tué le match. Parce qu'on dit Araujo, il a fini le match, mais lui, au départ, pour moi, c'est Araujo qui tue la physionomie. Mais aujourd'hui, on était dans un momentum où on n'était pas encore éliminé. Il n'y a que 2-1. 2-1, on est en prolongation. Je ne dis pas qu'on allait être en prolongation, je ne dis pas qu'on va gagner. Mais au moins, tu repousses les séances. S'ils doivent marquer, qu'ils marquent. Mais pas sur ce genre de situation-là. Tu regardes les 4 buts, regarde les 4 buts qu'on se prend. Regarde les 4 buts qu'on se prend. À chaque fois, il y a un truc à redire sur une individualité. C'est pas possible à ce niveau-là. Non, clairement. Clairement, à ce niveau-là, c'est impardonnable ce que certains joueurs ont fait. Et moi, sur l'action, ce qui me choque le plus, c'est en fait le positionnement de certains joueurs. Bon, après, on ne peut pas vraiment en vouloir ici à Gundogan et à Rafinha qui, eux, font le travail de mettre la pression ici sur Fabian Ruiz parce que Zaïre Emery, il a le ballon dans cette position-là. C'est dangereux. Faut couvrir les décalages sur le côté opposé. Mais de base, en fait, Gundogan, il est censé être dans cette position. Et je pense que ça fait encore plus péter les plombs à Cancelo qui, souvent, quand il n'est pas couvert, peut-être qu'il panique. Et la panique, ça fait faire des conneries comme ça. Mais en fait, même avec la panique, le contexte, le tout, mais la manière dont il y va, c'est criminel. C'est comme si il y avait un contrat sur la tête de Mêlé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce... C'est une folie. Mais C'est c'est de la... comme à l'aller, je ne sais pas si tu te rappelles, l'action où il y a hors-jeu de Mbappé, où je ne sais plus c'est qui fait le tac, je ne sais plus si c'est Bah oui, c'est Cancelo lui, à c'est lui, Araujo. c'est lui. C'est lui. Voilà, déjà celle-là. Où Ah, il l'a Mbappé, il n'est pas face au but. Oui, il y a danger, mais il ne doit pas venir tacler comme un attardé comme ça. Non, non. Aujourd'hui, si cette action-là, ça joue, il peut lui mettre rouge parce qu'il y a excès d'engagement et Il y a il rouge va fort penalty. sur la cheville de Mbappé. Et en plus de ça, ça fait péno. Encore une fois, moi, je ne peux pas comprendre que des joueurs, des fois, tu peux passer à côté. Il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent. On sait comment est le football et tout. Là, on va leur en vouloir. C'est normal parce que c'est un momentum de match et on est éliminé. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ceux qui sont censés nous sortir la tête de l'eau, c'est eux qui nous enfoncent encore plus. Je répète, mais cette équipe-là, elle est jeune. Il y en a, ils découvrent la compétition. Il y en a, ils ont 2 campagnes de Ligue des Champions là, en quart. Il y en a, ils n'ont même jamais joué de quart. Donc moi, je ne comprends pas comment nous, on accepte que ceux qui sont censés être nos cadres, nos cadres, ils sont aussi défaillants dans un match aussi important. C'est Ils sont tout. quasiment tous passés à côté du match. On sauve un peu Gundo, mais même lui, c'était pas sa meilleure performance. Après, vu le contexte du match,
j'aurais bien tendance sûr. à nuancer, mais ce n'était pas la performance qu'on attendait aujourd'hui. Et encore une fois, pour moi, il y a que quelques joueurs qui ont été au niveau et on va revenir sur Rafinha pour faire la transition sur l'action polémique du match. Parce que malgré tout, on va quand même parler de l'arbitrage parce qu'on ne peut pas se taire par rapport à ça. Ouais, ouais. Objectif. Hum, Euh, Rafinha au four et au moulin. Ça, je l'ai noté déjà parce que là, encore une fois, il y aura un pressing. Encore une fois, pendant 90 minutes, il a pressé. C'est fou ce qu'il a fait Rafinha sur cette confrontation. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. C'est fou ce qu'il a fait Rafinha. Et bah là, en fait, il récupère un ballon. On ne le voit pas encore sur l'action. Il récupère un ballon. hum. Il a toute la lucidité derrière de mettre un ballon en cloche pour Gundogan qui arrive à trouver, à combiner ici, qui va rentrer dans le demi-espace. Duel avec, c'est Vitinha, il me semble. Ah, c'est Vitinha. C'est Encore une Vitinha. fois, encore une fois, Vitinha sur l'action qui donne penalty. Normalement, c'est lui qui le cogne à l'arrière et que c'est comme ça parce que Gundogan passe devant. Et en plus, il y a le contact avec Marquinhos. Parce que pour Ouais. moi, Gundogan, là, on le voit très bien. Il allait passer devant Marquinhos. C'est le Hum. contact avec Vitinha qui le déséquilibre. Il le déséquilibre, L'arbitre ouais, totalement. l'arbitre ne part même pas à la VAR. C'est de la folie. Ne parlons même pas du carton rouge de Xavi. Voilà, même s'il n'a pas su maîtriser ses émotions, etc. Pour moi, en fait, dès qu'il a vu la physionomie du match, je pense qu'il s'est fait le film dans sa tête et qu'il a compris. C'est pas une Hum. excuse. C'est pas une excuse. Il y a l'inexpérience aussi, mais je lui en tiendrai pas rigueur. Il y a l'adjoint de Xavi qui se fait expulser aussi. Il y a quasiment pas de carton sorti pour les joueurs du PSG. Donc, franchement, l'arbitrage a été très, très cool envers le PSG. On rentrera pas dans des délires de politique, etc. On sait ce qui se passe actuellement en interne dans l'UEFA, que ce soit avec le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, le PSG. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent dans le football. Donc, pour moi, il ne faut pas se cacher derrière ça. Des fois c'est aller dans notre sens, des fois, c'est pas aller dans notre sens. Et quand il y a des erreurs d'arbitrage, il faut le dire. Et là, manifestement. Comme tu l'as dit, l'arbitre a été, j'ai pas envie de dire défaillant, mais pour moi, il est rentré dans une physionomie de match où il a voulu être l'acteur principal et je sais pas pourquoi. Parce que Mm. le match, il le tenait en main. Il n'y avait pas forcément de confrontation entre les joueurs. C'est pas comme certaines prestations où tu vois qu'il y a beaucoup de duels, beaucoup de rythme, beaucoup de confrontations entre certains joueurs, Mm. etc. Non, le match était plutôt calme. Il y avait des momentum, même s'il y a des fautes, on siffle et ça repart. Mais l'arbitre, il a voulu être agressif d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Comme j'ai dit, il a voulu être l'acteur du match. Et en plus de ça, moi, ce qui m'a dérangé, parce que là, on parle de la situation sur Gundogan, parce que ça ne se joue pas dans le haut du corps, ça se joue en bas. C'est en bas qu'il fait la faute, Vitinha, où il déséquilibre Gundogan. Et tu vois le petit croche-patte, et encore une fois, dans une surface de réparation. Et pour ceux qui ont joué au football, ne serait-ce que ça, juste tu mets ta main un tout petit peu, même si tu ne le touches pas, tu l'effleures, tout ce que tu veux. Ça Déséquilibre. déséquilibre un joueur. Un mouvement, ça va très très vite. Une Mm. jambe, une demi-jambe, une chose, tout ce que tu veux, ça peut faire tomber un joueur. Et aujourd'hui, quand il vient, comme tu l'as dit, il passe devant Marquinhos. Il a le corps devant Marquinhos. Et même avant qu'il arrive devant Marquinhos, tu sens qu'il est déjà comme ça. Il est en train de partir parce qu'on le touche en bas. Et l'arbitre, non seulement il ne siffle pas, mais en plus de ça, il ose ne pas aller regarder la VAR. Et pourtant, on attend. Il ne regarde pas la VAR. Il regarde pas la VAR. Et ce n'est pas la seule situation. Et moi, j'en ai marre de tout le temps, parce qu'après, les gens ils vont dire on se cache. Si vous voulez, on se cache. Mais chaque année, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et ça dure depuis un moment. Ça dure. À l'année, déjà, il y en a beaucoup qui n'ont rien dit sur Vitinha, qui normalement ne doit même pas terminer le match. Normalement, il ne doit même pas finir le match. Et ça, c'est très clair. Il finit pas. Même Beraldo, à la limite, vas-y, Vitinha, il n'y a pas de problème. Beraldo, il ne doit jamais terminer la rencontre. Jamais. Il ne prend Carrément. pas De de la, touche, rien. de L'Inter, 3 minutes, pareil. Inter en 4K, on a vu, personne ne dit rien. Bayern, personne ne dit rien. Et à chaque fois, c'est pareil. Toutes les confrontations, il n'y a personne qui dit rien. Et on se fait enfourrer. Et après, ça passe tranquillement. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé de l'autre côté, si ça se passe de l'autre côté, on aurait vu les unes, on aurait vu les articles, on aurait vu les grandes tirades de certains journalistes, on aurait vu tout ça. Donc moi, encore une fois, la confrontation, on la perd. Très bien, on la perd. On n'a pas été au mieux de notre forme. Il y a eu du moins bien, il y a eu un contexte de match, on a eu un rouge, il n'y a pas de problème. Mais juste qu'on soit arbitré correctement. Et je termine par ça. Parce que
on a revu l'action juste avant de faire la vidéo, où il y a Ter Stegen qui est positionné pour arrêter le penalty. Mais avant, vous savez, il y a toujours ce petit exercice de rentrer dans la tête de son adversaire, voilà, de bouger un peu, de mettre les mains ici, tout ça, voilà, comme ça, tranquille. Et l'arbitre, pendant plus d'1 minute, il reste devant Ter Stegen et il dit, tu bouges pas, tu fais pas de mouvement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, il faut arrêter, c'est tout. Et tu sais, ça me fait penser que aujourd'hui, l'arbitre il peut jouer sur un flou et dire que bah, c'est la règle d'Emiliano Martinez là, qui a été mise, qui a été mise en application, alors que pour le coup, c'est pas du tout le cas. Ter Stegen, il se prépare juste à sauter et il l'empêche juste de prendre du rythme sur sa séance de pénalty. Et ça, pour moi, c'est clairement de la déconcentration. C'est un peu comme ce que Emiliano Martinez fait face à Tchouaméni. Tu vois, clairement, il essaie de rentrer dans sa tête et l'arbitre réussit parce qu'il lui parle pendant plus de 2 minutes. C'est de la C'est une folie. folie. Dommage parce qu'ici, tout le monde est conscient de ce qui a pu se passer dans certaines rencontres où on se sait. Et pourtant, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et on les a vus, ça s'est répété, 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 répété. Et même les clubs qui le subissent ne disent rien. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est mieux vaut se concentrer sur autre chose que sur ça parce que dans tous les cas, on n'aura jamais gain de cause. Mais pour finir sur le match, j'entends beaucoup de personnes qui parlent de Ter Stegen. Moi, j'ai noté Ter Stegen impérial. Et c'est quelque chose que je pense. Ça, c'est l'action sur la tentative d'Mbappé qui le repousse. Première, Après, il y a aussi la parade exceptionnelle en seconde mi-temps. Je pense que les gens s'en rappellent quand il s'étend, il va la chercher. Il y a aussi la double parade sur Kylian. Au match de Ter Stegen, même à la relance, je l'ai trouvé vraiment impérial la plupart du temps. Il en a peut-être raté une ou deux, mais vraiment, il a fait un très gros match. On va dire que c'est sa défense qui le tue pour le coup. C'est Araujo qui met un peu tout le monde dans cette situation-là. Sinon, je pense que Ter Stegen aurait pu faire un gros match et ça aurait été l'occasion de laver un peu son honneur par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire récente. Et beaucoup de supporters qui l'attaquent, on lui attribue quasiment tout. Moi, je pense pas que c'est la bonne analyse à avoir. Il faut voir avant tout ce qui n'a pas marché dans le match, que ce soit le match aller ou le match retour. Bon, il y a des ratés de Lewandowski, il y a des ratés de Ferran que je peux mettre ici. Ferran, t'as pas le droit, j'ai mis. Globalement, Ferran a quand même fait une bonne entrée, je trouve. Il a récupéré des ballons importants, ça nous a donné des contre-attaques. Joao Félix, j'aurais aimé plus le voir. Peut-être que si Lewandowski l'avait servi, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais globalement, ce match-là, il faut l'oublier. Il faut l'oublier, il faut aller de l'avant. Faut se préparer déjà pour le Classico, même si je pense qu'on va arriver dans un état désastreux. Faut pas s'effondrer. Faut pas perdre la Liga à plus 11. On l'a jamais fait quasiment sur cette histoire récente. Rester compétitif. Et bon, on ne fera pas la Coupe du Monde des clubs la saison prochaine. C'est dommage. Il va falloir se reconcentrer, travailler beaucoup et surtout être solidaire parce que c'est la solidarité qui a manqué dans ce match-là. T'as tout dit, hein, t'as tout dit. De toute façon, encore une fois, dans une double confrontation, il y a un gagnant et un perdant, hein. C'est Aujourd'hui, tu ça. as été du mauvais côté avec des momentum dans cette rencontre-là. Mais comme tu l'as dit, c'est des choses qui arrivent. C'est une jeune équipe aujourd'hui qui est en apprentissage. Moi, il y a beaucoup de facteurs que j'ai envie aussi de retenir, que ce soit le match aller, que ce soit la double confrontation contre Naples, parce qu'il y a eu des scénarios de match où l'équipe était, il y a quelques années, en capacité de sombrer et de vraiment sombrer. Et là, même en deuxième mi-temps, tu as le poteau de Gundogan, tu as la situation de Ferran, la situation de Lewandowski. En deuxième, tu as eu plus d'occasions que même à 10. Donc voilà, je pense il y a beaucoup de choses sur lesquelles capitaliser. C'est une jeune équipe qui aujourd'hui travaille. Peut-être qu'il y aura un changement de coach, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des belles perspectives d'avenir. Là, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un coup à faire dans cette Ligue des Champions-là. Mais après, maintenant, tu as renouvelé avec un statut dans lequel tu n'étais plus depuis pas mal d'années, notamment un quart. Et il y avait une place en demi, maintenant tu n'es pas passé. C'est comme ça, hein, c'est le football. On va espérer des bonnes choses pour le futur. Là, déjà, on entend des échos dans la presse, etc. On n'en parlera pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Je Ah non, c'est pense pas le bon momentum. voilà, les supporters ont besoin d'une thérapie. Ils ont besoin d'une Chaque bonne année, thérapie. chaque année, frère, chaque année. On a Voilà, renouvelé l'abonnement chez le psychologue. Là. La saison arrive, il reste, je crois, 7 journées en Liga, même peut-être un peu moins, 6 ou 7, je ne sais plus.
Donc voilà, la fin de saison arrive, il y a une nouvelle saison, une nouvelle page, les départs, les arrivées, peut-être un nouveau coach, je ne sais pas. Donc voilà, de nouvelles perspectives d'avenir et on verra bien comment ça se passe, hein. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation encore. Avec plaisir, mon frère, quand tu veux, hein, je t'ai déjà dit, c'est top à chaque fois ces analyses. Donc on est très complet, on parle de tout. Donc un très très bon moment et j'espère que les gens vont apprécier, bien sûr. Ouais, j'espère que ça va remonter un peu le moral. Ah, j'espère. La petite thérapie de groupe, là. On en a tous besoin. C'est ça, c'est ça. Vas-y, top.